La non-existence, contre-argument. Par Émile Berlerme, juin 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Non-existence, contre-argument. Notre animalité subsiste de façon considérable dans la territorialité et la hiérarchie. Débarrasser l'humanité de ces deux sparadraps qui lui servent de vêtements, et tout marchera fantastiquement bien. La planète deviendra un paradis, non pas parce qu'ils auront disparu, mais parce que pour vous en débarrasser, vous aurez changé la mentalité des humains, donc vous aurez modifié son parcours. Pour juger de la qualité de son existence, il faut l'avoir vécu entièrement, c'est-à-dire être mort, donc inexistant, et c'est impossible. Personne ne peut juger de son existence, sauf de sa propre existence passée, ce qui n'est pas l'existence dans son entier. Il n'y a donc aucun existant, ou inexistant, qui peut affirmer que l'existence vaut la peine. L'existence que l'on juge est toujours passée, basée sur la mémoire que l'on en a. Et quand il s'agit de l'existence entière, on ne peut la juger soi-même. La question de la procréation est une comparaison entre 2. L'éthique d'imposer l'existence et 1. L'utilité de fabriquer une existence. Pour soi, pour la société, pour l'espèce, ou pour d'autres raisons. Et s'il y a une utilité, le poids de l'utilité est-il supérieur à l'éthique? Peut-on outrepasser l'éthique pour des besoins qui n'existeraient pas si l'humanité n'existait pas ou plus, sachant que de toute façon, ni l'individu, ni la société, ni l'espèce ne sont pérennes. Les antinatalistes doivent convaincre les croyants et le capitalisme national, sinon leur philosophie n'aura jamais aucun effet. Convaincre, c'est-à-dire soigner et éradiquer. La discussion sur la non-existence et l'asymétrie de David Benatar n'a pas vraiment lieu d'être puisque sa question est posée aux existants à qui il demande d'être éthiques. Ce n'est pas un débat démocratique puisque les non-existants ne sont pas présents pour défendre la qualité de l'inexistence et proposer une comparaison. On ne fait pas devenir un non-existant en existant par une opération magique. Les ingrédients existent sur la planète et la personne peut être fabriquée. C'est une fabrication. Est-il éthique d'utiliser le pouvoir de procréation possédé par les existants pour fabriquer des personnes dans le but de les intégrer à la vie familiale et sociale pour les besoins des existants, alors que les existants ne veulent pas être eux-mêmes des serviteurs, des esclaves, et ne veulent pas subir de chantage, faim, soif, froid, logement, et autres avanies de l'existence, pas plus qu'ils ne veulent mourir dans un corps déliquescent, sauf d'admettre que la vie vaut la peine d'être terminée. Et dans ce cas, vaut-elle la peine d'avoir été vécue? Lors d'une discussion avec un opposant à nos idées, il est facile de se laisser embarquer dans la rhétorique. Quasiment tout le monde se laisse savoir. Et il faut être un habile politicien pour être capable de faire revenir la discussion sur le sujet important. Notre antagoniste va s'y opposer de toutes ses forces. Lui-même sait le danger pour les idées dont il fait la promotion. Ce problème n'est pas que verbal, il se produit également dans les écrits. Les philosophes aiment bien discuter de tout. Ils discutent tellement qu'on s'y perd. Qui va s'amuser à organiser l'importance des sujets qu'ils abordent, quand eux-mêmes ne les ont même pas classés? Et dans la société, les sujets qui vous atteignent un jour ou l'autre ont-ils été classés par ordre d'importance? Votre cerveau qui fonctionne tout seul et qui ressemble à une sphère, a-t-il classé les sujets par ordre d'importance? Un des problèmes, très secondaires, ne l'oubliez pas, qui a été posé aux antiprocréationnistes ou aux antinatalistes, est celui de la non-existence. Antinatalisme est un terme moins précis qu'antiprocréationnisme, mais il vaudrait encore mieux parler d'antisouffrance, puisque c'est en passant par cette idée que le rationaliste aboutit à celle qu'il est inutile de fabriquer de la souffrance, donc il ne faut pas procréer. Un humain, humaniste, honnête, ne devait-il pas se dire « procréer, c'est fabriquer la souffrance et la mort, et c'est inutile, donc pourquoi le faire ?» On nous dit « puisqu'on ne peut poser la question au non-existant sur l'intérêt de la vie, alors ce n'est pas du ressort de cette personne imaginaire. En quelque sorte, attendons de l'avoir fabriqué, qu'il soit bien vivant et capable de discuter pour lui demander son avis.
Évidemment, le problème posé ainsi est insoluble. Une fois que la personne est vivante, il est inutile et absurde de lui poser la question de son accord à exister. Elle a été mise devant le fait accompli, et quand elle sera capable d'en discuter, elle aura été bien formatée par ses parents et la société, ainsi que par ses propres mécanismes ou instincts animaux. D'ailleurs, c'est le cas. Nous sommes un de ceux-là. L'antiprocréation est une lutte contre sa propre animalité. Et notre opinion anti-souffrance, anti-procréation, faible pourcentage de l'humanité, je pense qu'il s'en moque totalement, alors qu'elle est prioritaire. La démocratie donne la priorité à l'opinion majoritaire, qui est, en ce qui concerne la procréation, je procrée comme je veux, car j'en ai le potentiel naturellement, c'est-à-dire le pouvoir. Même si cette opinion majoritaire va à l'encontre des droits humains, qui interdisent l'esclavage, le chantage, la torture, la condamnation à mort, etc. Je veux démontrer que l'humain seul ou en société est toujours en préparation de sa propre non-existence, ainsi que de celle des autres, c'est-à-dire qu'il pense à l'être qu'il deviendra, et ses rapports avec le devenir des autres. Or s'occuper de la non-existence des personnes qui peuplent la planète au présent, et celle d'une personne que l'on désire fabriquer, requiert une certaine dose d'empathie et d'éthique. Se mettre à la place de l'enfant que l'on désire fabriquer ne devrait pas représenter un gros effort d'imagination. On parle de la fabrication d'une vie, action que certains d'entre vous qualifient de divine. Il ne s'agit donc rien de moins que d'éthique et d'empathie, quand on parle de procréation, simplement d'éthique et d'empathie humaine. Va des rétro-animal qui est en nous. On ne fait pas de tort à quelqu'un de non-existant, donc on peut le fabriquer comme on veut, débile, souffreteux, mortel, car notre liberté et notre corps nous appartiennent, ovules et spermatozoïdes y compris, ainsi que leur libre utilisation. Ceci est le propos d'une personne qui soit ne réfléchit pas, soit n'a aucune éthique ni aucune empathie. Ne pas s'intéresser à cet être invisible, car inexistant, c'est comme ne pas s'intéresser à ces personnes au-delà de nos yeux. Je ne ressens pas leur souffrance, je ne peux que l'imaginer. Si vous êtes capable d'imagination, mettez-vous donc à la place de l'être que vous désirez fabriquer, sans son accord préalable, et qui va peut-être par votre méga faute souffrir toute sa vie, même si vous espérez le contraire. Les adversaires de l'antiprocréation ou de l'antinatalisme disent que puisqu'on ne peut demander son avis à une personne qui n'a pas encore été fabriquée, un non-existant, on ne peut savoir si, malgré les difficultés de la vie, la souffrance, le mal-être, la mort, l'empathie pour la souffrance des autres, la personne, une fois existante, appréciera ou pas d'avoir été fabriquée. J'utilise le terme fabriqué car il représente la réalité matérielle, contrairement à naissance ou mis au monde, etc., qui font abstraction des intentions du travail des procréateurs. Évidemment, si vous n'avez pas d'empathie pour les milliards d'existants qui souffrent, pourquoi auriez-vous de l'empathie pour cet être que vous désirez fabriquer pour votre service personnel? Qu'est-ce qu'un esclave de plus quand il en existe des milliards? Une remarque sur l'empathie. Elle ne s'applique pas qu'à la personne qui est devant soi, mais également aux autres, quel que soit leur nombre, au-delà de notre présence, géographiquement, n'importe où sur la planète, et temporellement, c'est-à-dire hier comme demain, voire dans 1000 ans. Quand vous aviez 20 ans, étiez-vous empathique avec le vieillard que vous alliez devenir, cet être pourtant non existant? Cela vaut mieux pour préparer sa retraite. Question annexe. Quand vous décédez avant de prendre votre retraite, que deviennent les impôts et taxes payés pour cette retraite que vous n'atteindrez jamais? Nous étions tous non-existants avant qu'on nous fabrique. Nous sommes tous non-existants, hier et demain. Nous sommes tous non-existants, infiniment plus longtemps qu'existants. Cette existence valant zéro relativement comparée à la permanence de l'univers, en reconfiguration constante. Le non-existant n'étant pas un sujet, alors votre futur vous n'est pas un sujet, même si vous vous souciez de votre futur. Pourtant vous vous souciez de votre futur immédiat, ou plus ou moins lointain, et c'est même une priorité individuelle, sociale, nationale, humaine. Nous existons au présent, présent quantique, mais nous n'existons pas demain. Demain, nous sommes tous non-existants. De même, dans la seconde qui suit, nous sommes tous non-existants. Dois-je continuer à ne pas me préoccuper de la non-existence des êtres
humain en particulier, de mon propre avenir? Dois-je ne pas me soucier de la vôtre? Ne dites-vous pas qu'on ne doit pas se préoccuper de la non-pensée d'un non-existant? Mais vous préparez aujourd'hui l'existence de l'être que vous serez demain. Quelle différence avec cet autre qui sera votre enfant, et dont vous allez farcir le cerveau de vos idées? Ne parle-t-on pas de reproduction, alors que chacun voit bien que l'enfant n'est pas une reproduction de la mère et du père à la fois, qu'en fait il s'agit juste de poursuivre l'habitude de la vie animale, qui est d'engendrer sans aucune compréhension, ni discernement, ni empathie, ni éthique. La compréhension et le discernement sont les deux fonctionnalités supposées de l'être humain qui le rendent responsable devant la justice humaine, selon la norme actuelle. Responsabilité, compréhension et discernement, fabriqués par la société et jugés par la société selon les lois sociales. Ils ne sont pas fous, ces Romains? Nous sommes tous inexistants dans le futur proche ou lointain, pourtant nous y pensons constamment. La mémoire ne sert qu'à ça, utiliser les expériences passées pour préparer le futur, à commencer par le geste suivant, la simple marche, prévoir où l'on va poser son pied, ou l'expression de ses pensées, dire la phrase linéairement, fonctionne ainsi. La prévision est un boulot des gouvernements, c'est-à-dire la prévision d'événements concernant les humains pas encore existants. Nous-mêmes, si nous existons jusque-là, ainsi que les nouvelles personnes. Ils vont même, pour certains, s'occuper du devenir de leur nation, dans 1000 ans et plus. Premier point déjà, l'ovule et le spermatozoïde existent, préexistent, sont les précurseurs de la personne. Donc on pourrait essayer de se baser là-dessus pour parler de demi-existence, mais pas de non-existence, puisqu'il y a une continuité. Les précurseurs de la personne existent, alimentation y comprise. On ne peut toujours pas interroger la personne disloquée. Mais peut-on interroger le bébé qui vient de naître? Lui est un être existant. Et à quel moment peut-on commencer à l'interroger? Quand il sait parler? Quand il sait penser? Quand il sait analyser? Quand il utilise son cerveau rationnellement? Quand il a suffisamment d'expérience sur la vie? Mais qui juge? Qu'y a-t-il dans le cerveau des enfants et des adultes qui ne proviendrait pas de la société et du lieu dans lequel la société a installé ces personnes, sans les consulter? Je parle du lieu de naissance, de la région, de la nation, de la planète, de l'univers. Le bébé existe, c'est un existant qui a une pensée philosophique inexistante. Dans le ventre maternel, il n'a aucune existence légale en tant que personne. Même si sa génitrice n'a plus le droit de décider de son propre corps, après une certaine avancée dans la fabrication du futur être social. La mère n'a pas le droit d'avorter, mais elle peut fumer, se saouler à mort et enfanter un avorton, sans aucune loi qui la contraigne à construire son rejeton, avec des aliments sains, afin de mettre toutes les chances de l'enfant du bon côté. Elle peut aussi se droguer, même si c'est souvent interdit également, mais pas légitimement, puisque la drogue fait partie de la nature, donc mise à notre disposition. La preuve est que notre cerveau y est sensible. Qui nous a fabriqués ainsi? Et vous, tous les mâles humains de cette planète, avez-vous pensé à cette personne existante féminine qui va prendre le risque de fabriquer un enfant? Car les risques sont loin d'être nuls, entre décès et pathologies nombreuses et variées, graves ou moins. Ne devriez-vous pas demander à cette moitié chérie de votre couple d'éviter de prendre des risques? Si vous n'avez aucune éthique avec vos femmes parfaitement existantes, comment pourriez-vous en avoir avec vos enfants désirés, pas encore existants? Plus tard vous fabriquez un enfant, moins longtemps vous l'accompagnerez dans sa vie, si l'on suppose une égale longévité. Si vous le faites à 30 ans, vous ne le verrez pas pendant ces 30 dernières années d'existence, n'est-ce pas beaucoup? Ces 30 dernières années de la vie de votre enfant ne démontrent-elles pas que ce n'est pas pour l'enfant que vous l'avez fabriqué, mais uniquement pour vous, en être égoïste? Pourquoi n'avez-vous pas fait cet enfant, forcément un autre, à 20 ans, voire à 15 ans? Vous l'auriez ainsi côtoyé plus longtemps. Mettez-vous à la place de la reine des abeilles. C'est la reine présidence de la République, France. Elle enfante 800 000 petits chaque année. Et systématiquement, elle en condamne 100 000, certainement bien plus, au handicap immédiat et à leur mort future, donc à la souffrance physique et morale. Et pendant le même temps, près de 800 000 de ces enfants meurent
pour équilibrer les comptes sociaux. En général, ils ne meurent pas joyeusement, mais dans la souffrance et la peur. Tout compte fait, pour 700 000 nouveaux entrants normaux, à peu près, dans la société, il y a 900 000 Français qui souffrent. Et c'est toujours aussi systématique. Rien d'aléatoire là-dedans. Ai-je bien fait mes calculs? Je n'envisage même pas tous les autres êtres souffrants par ADN défectueux ou qui ont raté une marche en avançant dans leur vie. Combien à vue de nez? Une bonne grosse moitié, avec 10 millions en dessous du seuil de pauvreté, je dois être sous le compte. Conclusion, l'éthique oubliée. Le débat sur la non-existence est souvent évacué d'un revers de main par les défenseurs de la procréation. Ils affirment qu'il est absurde de se soucier de ceux qui ne sont pas là, que la non-existence ne pose aucun problème éthique, puisque l'être non fabriqué n'est pas un sujet. Mais cette position repose sur une grave confusion. L'absence de parole ne signifie pas l'absence de droit à considération. Chaque être humain a été non existant et le sera à nouveau. L'essentiel de notre durée à l'échelle de l'univers est non-existence. L'existence est un éclair bref dans l'infini du temps, une bulle fragile entourée de néant. Faut-il pour autant cesser de penser à notre futur? Notre propre avenir immédiat n'est rien d'autre que notre non-existence temporaire à venir. Et pourtant, toute notre mémoire, notre logique, nos institutions sont orientées vers lui. L'anticipation du non encore existant guide nos décisions, y compris en politique, en urbanisme, en éducation, en écologie. Alors pourquoi cette hypocrisie morale dès qu'il s'agit de la fabrication d'un être humain? Penser la non-existence, ce n'est pas donner la parole à un fantôme, c'est interroger la légitimité de rendre pensable une souffrance future, c'est refuser de prendre le silence pour un consentement. L'enfant qu'on désire fabriquer ne peut pas dire non. Et c'est précisément cette absence de refus qui rend la fabrication si injustifiable. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de protestation qu'il n'y a pas d'injustice. L'éthique ne commence pas au moment de l'apparition du langage, ni même de la conscience. Elle commence dans la capacité à se mettre à la place de l'autre, y compris de celui qui n'existe pas encore. Les êtres rationnels devraient pouvoir imaginer la condition d'un être jeté dans le monde sans avoir été consulté, condamné à survivre, souffrir, mourir, dans un corps qu'il n'a pas choisi, dans une société qui l'a formaté, avec des gènes distribués au hasard. Or, les raisons réelles de la procréation sont rarement tournées vers l'intérêt de l'enfant. Elles relèvent de l'égoïsme, du désir personnel, de la pression sociale, ou de la dynamique animale de reproduction. C'est pourquoi il faut rappeler cette vérité. Fabriquer une personne, c'est prendre la responsabilité de tout ce qu'elle subira, sans son accord, et souvent en toute inconscience. Si l'on juge absurde de s'inquiéter de la vie d'un non-existant, alors pourquoi s'inquiéter de la vie du futur soi, du futur citoyen, du futur climat, du futur vieillissement de sa propre descendance? Pourquoi s'inquiéter de demain? Et pourquoi éduquer un enfant à se soucier de son propre avenir, si l'avenir d'autrui nous est indifférent? La non-existence mérite une place dans notre réflexion éthique, non pour sacraliser le néant, mais pour délégitimer la fabrication irréfléchie, pour obliger chaque société à justifier moralement l'acte de faire apparaître un être souffrant, là où il n'y avait rien, pour rappeler que le véritable respect de la vie, c'est peut-être de s'abstenir de la faire surgir sans nécessité. Ce passage de la non-existence à l'existence, opéré par la fabrication procréative, puis par l'éducation sociale, ne peut en aucun cas transférer une quelconque responsabilité à l'être qui en est le produit. L'enfant n'a ni voulu naître, ni choisi son corps, ses parents, sa culture, ni les représentations du monde qu'on va lui inculquer. Il subit une double imposition, celle de l'existence elle-même, et celle de la formation mentale et sociale par ceux qui l'entourent. Même ses comportements futurs, ses goûts, ses croyances, ses valeurs seront largement façonnés par les interactions avec un environnement qui n'a pas plus choisi que sa propre vie. Dans un tel cadre, comment lui attribuer une quelconque culpabilité pour ce qu'il devient? Il n'a été que modulé, modelé, réglé par un système préexistant qu'il a absorbé dès les premiers instants. C'est pourquoi l'être fabriqué est et demeure innocent d'exister, quelles que soient ses actions. Tout ce qu'il est procède de forces extérieures à lui-même,
de mécanismes biologiques, éducatifs, sociaux, linguistiques et affectifs, qu'il n'a pu ni choisir ni refuser. Toute société qui punit ou juge un individu sans reconnaître l'imposition initiale de l'existence et la coaction totale exercée sur sa construction permanente et son éducation permanente manque son propre rendez-vous avec la justice, sa propre justice. Fin, Émile Derlerme. L'obligation d'exister implique l'innocence d'exister en permanence.